j'ai accepté de venir, c'est parce que je considère que la EPS, justement, est un endroit où on peut se dire les choses indépendamment des statuts des uns et des autres. D'ailleurs, on voit bien que dans cette salle, tous les statuts sont mélangés, et c'est tant mieux. Parce que si nous sommes tous ici, c'est que nous avons un seul intérêt, c'est quand même d'essayer de faire réussir au mieux les élèves dont la nation nous a donné la charge. Donc c'est pas le point de vue de l'inspection générale, c'est pas non plus le point de vue du président du CAPES 2019. Alors je suis désolé pour les jeunes qui sont là et qui viendront certainement nous voir à Vichy. Et en tout cas, essayez d'éviter de dire ce que je vais vous dire, parce que ça risque d'être un peu compliqué pour vous. Vous verrez plus tard, quand vous passerez l'agrégation, ça prendra sens. Donc voilà, c'est aussi une façon de vous dire de continuer sur l'agrég. Et à force d'avancer sur cette réflexion sur l'évaluation, quel bénéfice pour quel coût, vous remarquez, j'ai avancé. D'habitude, en France, on dit quel coût pour quel bénéfice. On va commencer par parler par les bénéfices, parce qu'il y a quand même des bénéfices, il ne faut pas se tromper, mais il y a aussi des coûts. Et à force d'avancer, j'ai conclu sur Blaise Pascal. Blaise Pascal, auteur du XVIIe, quand même, qui a publié un certain nombre de travaux. Évidemment, ça vous rappelle vos vertes années de classe de seconde ou de première, quand il fallait s'infuser Pascal. Et bien moi, je retrouve Pascal à plus de 50 ans, et je vous avoue qu'il m'a impressionné, parce que j'ai trouvé une phrase absolument extraordinaire chez Pascal, et qui, à mon avis, pourrait résumer l'ensemble de mon propos. Et je vous le livre avec des guillemets. Ainsi, ne pouvant faire ce qui est juste fut fort, on a fait que ce qui est fort fut juste. Ben, c'est l'évaluation. Je reprends. Ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, c'est-à-dire mettre la justice en avant, en premier point, pour faire en sorte de réduire les forces d'opposition, eh bien, on a fait ce qui est fort fut juste, c'est-à-dire qu'on a mis en avant le pouvoir incarné par la norme, celle qui fait qu'à un moment donné, on règle tous les problèmes, puisque la norme règle tous les problèmes, vous le savez bien. C'est effectivement ce sur quoi nous avons et nous butons. Alors, c'est très intéressant de venir vers vous aujourd'hui, parce que, évidemment, j'aime bien essayer de replacer ça dans un contexte d'actualité. Vous savez que l'actualité est féconde. On est tous sur nos comptes Twitter, on regarde tout ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais tous les élèves de seconde, ce matin, sont passés sur la planche évaluative, puisqu'ils ont été évalués sur une évaluation de positionnement des élèves dans les disciplines évidemment dites fondamentales, les mathématiques et le français, il va de soi. Donc tous nos élèves ont été évalués aujourd'hui, ou en tout cas une bonne partie des élèves de seconde. Donc vous voyez bien que la question de l'évaluation, c'est assez amusant, parce que là vous voyez d'un côté l'évaluation de l'élève qui arrive et qui doit à un moment donné être en capacité de dire ce qu'il sait. Et puis la deuxième chose, c'est un rapport parlementaire qui vient de sortir, qui a été publié par, rédigé par deux parlementaires, deux députés, Régis Juanico, et je lis, excusez-moi, mais Marie Taramel-Verhaeghe. Alors il y en a un qui est de la République En Marche et l'autre de la Nouvelle Gauche. Et ils ont publié un rapport qui est très intéressant, s'appelle l'organisation de la fonction d'évaluation du système éducatif. Vous voyez, c'est les deux extrêmes. Ce matin, on avait les élèves qui étaient en train de passer à la moulinette de l'évaluation, et de l'autre côté, on a un rapport sur l'évaluation du système éducatif. Voilà toute la difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'aujourd'hui, tout est évaluation. Et à force de parler d'évaluation, on ne sait plus trop de quoi on parle. Et donc, je vais commencer mon propos par essayer, dans la mesure du possible, de nous éclairer les uns les autres sur cette question de l'évaluation, parce que je pense que l'un des problèmes auxquels on est aujourd'hui confronté, c'est qu'on parle tous d'un certain nombre de choses de là où on est, mais qu'on a énormément de mal à qualifier les choses dont on parle. Alors essayons de parler des choses dont on parle, c'est-à-dire de l'évaluation, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité de ne pas mettre le mot EPS, parce que je considère que ce n'est pas la question et ce n'est pas le sujet. La vraie question, c'est d'abord qu'est-ce que c'est qu'évaluer. Après, on parlera d'évaluation en éducation physique et sportive, parce qu'on saura de quoi on parle. On prendra un objet et on y travaillera. Mais si on ne sait pas donner du sens à la question de l'évaluation, on a de fortes chances de faire quelques contresens. Et je vous rappelle que le contresens, au bout du compte, c'est quand même l'élève qui le subit, mine de rien. Alors nous, ça nous rassure parce qu'on a appliqué la norme. Sauf que l'élève, lui, il a subi la norme. Alors quand on fait un petit peu l'analyse étymologique de cette notion, alors je ne vais pas vous refaire toute l'étymologie, on ne va pas avoir le temps, mais ce qui est très amusant, c'est de voir qu'entre la période où le terme d'évaluation est né, il est né de la notion de valeur de soi. C'est-à-dire qu'il est né de la capacité d'un individu à s'autoréférencer et de dire qui il est. C'est ce qu'on appelle le sujet valeureux. Il se sent valeureux, il s'estime valeureux, et c'est lui qui s'estime. Et là, on était aux alentours du 3e ou 4e siècle après Jésus-Christ quand même. Mais on verra qu'il y a des auteurs qui, avant Jésus-Christ, avaient parlé d'évaluation tout à l'heure. Et puis,
quelques siècles plus tard, c'est-à-dire 10 siècles plus tard, lorsque l'économie reprend le relais, vous savez que l'économie est arrivée aux alentours du XIIIe, XIVe siècle, au moment où les cités se sont construites, les cités médiévales, eh bien l'évaluation, elle n'est plus auto-référencée, elle est hélio-référencée, c'est-à-dire c'est qu'est-ce que je pense de la valeur que tu as. C'est-à-dire qu'on se donne l'autorisation de dire si la personne est valeureuse ou elle ne l'est pas. Et le transfert. C'est carrément une révolution copernicienne, je vous rappelle, entre l'héliocentrisme et le topocentrisme, et à un moment donné, la capacité de dire qu'effectivement, c'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, mais la Terre est un morceau de l'univers. Et bien, on a la même chose sur l'évaluation. Au départ, c'est la personne qui se juge, et quelques siècles plus tard, eh bien non, c'est plus la personne qui juge, c'est la personne qui est jugée. Donc, c'est un effet civilisationnel, c'est-à-dire, c'est pas rien, ça. C'est un changement de centre, c'est un changement de paradigme. Et tout va être construit à partir de ce changement-là. Alors, ce qui est très intéressant également, c'est la position que l'on doit adopter quand on constate ce genre de phénomène. Si à un moment donné, la posture n'est plus d'être en capacité de donner à l'individu les moyens pour pouvoir s'évaluer, c'est donc de trouver ailleurs ces moyens-là. Et là, vous avez un très beau bouquin, alors là que je conseille cette fois-ci aux certifiés, mais aussi aux futurs agrégés, un bouquin de Pierre Merle, sociologue de l'éducation, qui travaille à l'ESP de Bretagne. Et Pierre Merle a produit un très bon bouquin qui s'appelle « Les pratiques d'évaluation scolaire ». Alors je vous conseille, c'est un vrai bréviaire. Il est extrêmement intéressant parce que Pierre Merle, justement, essaye de montrer comment ce phénomène-là, ce changement de positionnement de la question de l'évaluation, va transpirer dans les modèles éducatifs très rapidement. Et on va opposer deux grands modèles. Et on verra que ces modèles-là continuent de perdurer aujourd'hui. Un est majoritaire et l'autre minoritaire. Et je vais éventuellement essayer de défendre la question de la minorité aujourd'hui. C'est le modèle d'un côté des jésuites, XVIe siècle. Et puis après, c'est le modèle, l'Institut des frères des écoles chrétiennes. Donc vous voyez, déjà, tout commence par la religion quand même. Donc d'un côté des jésuites, la Compagnie de Jésus, et de l'autre côté, l'école des petits frères chrétiens. Ignace de Loyola a fondé le collège jésuite au milieu du XVIe siècle. Ce collège avait pour objet de former des soldats de Dieu. Pas inintéressant. On a entendu parler au XIXe siècle d'un certain nombre de choses, nous en éducation physique. On ne parlait pas des soldats de Dieu, mais on entendait quand même parler d'un certain nombre de choses en termes d'enregistrement des corps. Quand même, Donc les soldats de Dieu. Une élite intellectuelle et religieuse, fer de lance de la contre-réforme, même si une large majorité des élèves ne se destinait pas à la prêtrise. À une époque où le collège assure, hormis l'école élémentaire, une scolarité complète, les collèges jésuites sont parvenus à obtenir une position centrale dans la scolarisation des élèves. L'objectif élitiste du collège jésuite a imposé des modalités spécifiques d'évaluation des compétences scolaires des élèves. Donc ça veut dire que le terme de compétence ne nous protège pas contre l'élitisme, chers collègues. N'oublions pas quand même. Des élèves et a introduit dès sa création une double rupture à l'égard des traditions de l'époque. Une scolarisation non limitée aux seuls enfants de l'aristocratie, ça c'est plutôt pas mal, et la réduction des châtiments corporels, ça c'est mieux. Pierre angulaire des pratiques éducatives antérieures, mais dont l'efficacité pédagogique est remise en cause. Cette double rupture a débouché sur une organisation des études dont le principe cardinal est l'émulation par l'évaluation. C'est-à-dire que le principe, c'est grosso modo la compétition de tous contre tous et que les meilleurs gagnent. C'est ça l'école jésuite. On se moque de qui va perdre, mais on s'intéresse à qui va gagner. Pas compliqué. Il suffit à un moment donné de mettre les dispositifs nécessaires et suffisants pour le réaliser. De l'autre côté, c'est l'évaluation des élèves dans les instituts des frères des écoles chrétiennes. À la fin du XVIIe siècle, donc un siècle plus tard quand même. Donc ça veut dire que c'est toujours le commençant qui gagne dans l'histoire. Parce que même si seulement il y a une contre-réforme, le commençant reste. À la fin du XXe siècle, Jean-Baptiste de La Salle, avec la création de l'Institut des frères des écoles chrétiennes, congrégation laïque masculine. Attention, le laïque, je vous rappelle, n'était pas le laïque qu'on connaît aujourd'hui. Ça fait partie de ces grands débats. On pourrait avoir 2 heures sur la laïcité, parce que si on revient sur l'histoire de la laïcité, on verra que c'est profondément religieux, la laïcité, au départ. Ce qui nous pose d'ailleurs quelques problèmes aujourd'hui. Poursuit un objectif nouveau, éduquer et instruire les enfants des catégories populaires, projet historiquement plus tardif que la formation des élites. Les grands principes d'organisation des écoles chrétiennes sont disponibles, etc. Les écoliers sont divisés en 3 ordres. L'organisation pédagogique de ces écoles, ainsi que leur pratique d'évaluation, constitue une rupture par rapport aux jésuites. Les élèves ne sont pas classés
Les élèves ne sont... Écoutez bien, parce que là, on pourrait quasiment écrire ça sur les enjeux d'aujourd'hui. Les élèves ne sont pas classés les uns par rapport aux autres de façon hiérarchique. La scolarité des élèves des écoles chrétiennes n'est pas dépendante de leur âge, critère d'appréciation des élèves, mais de leur progression scolaire définie par des catalogues de compétences scolaires. On est au XVIIe siècle, chers collègues. Le socle commun n'a rien inventé. Mais absolument rien. Par contre, il a beaucoup de mal à s'implanter. D'ailleurs, comme l'école des instituts des frères des écoles chrétiennes. Chassé le naturel, il revient au galop. On est même capable aujourd'hui, à partir d'un référentiel sur 5 domaines, de sortir une note, ce qui est assez extraordinaire. Vous me passerez le détail. Ces catalogues divisent les 3 ordres généraux précités en niveau scolaire, du plus faible au plus fort, dans lequel les élèves progressent en changeant de leçon. C'est-à-dire qu'ils ne progressent que si seulement ils ont acquis quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, la progression n'est pas bâtie sur le programme. La progression est bâtie sur l'élève. L'élève a réussi quelque chose, il passe au stade suivant. Donnez-moi le nombre d'élèves qui, à la fin d'un cycle, ont réussi quelque chose et les raisons pour lesquelles vous changez de cycle. On voit bien que la question de l'évaluation est plutôt jésuitique aujourd'hui que du côté des frères des écoles chrétiennes, puisque quelque part, à un moment donné, on stoppe un processus d'apprentissage en plein milieu d'un cycle, parce qu'on l'a décidé, c'est la norme, 7 séances, 8 séances, 10 séances, mais sans se préoccuper de véritablement savoir si le cycle suivant, qui est évidemment dans une autre absence, ça va de soi, corrobore avec la progression que le gamin a eue. Ou les gamins, puisque là, en l'occurrence, c'est quand même des gamins, puisqu'il s'agit de la classe. On reviendra sur cet aspect de la classe, si vous voulez bien. Donc, vous voyez bien, dès qu'on commence à faire un petit peu d'histoire, et c'est la seule raison pour laquelle je milite pour qu'on soit tous des historiens, c'est que l'histoire nous apprend quand même un certain nombre de choses sur le présent. C'est pas moi qui le disais, c'est Lucien Febvre qui le disait très bien. On ne peut comprendre le présent et l'avenir que si on a une connaissance de là où on vient, et on ne peut comprendre d'où on vient que si seulement on est capable de savoir où on va. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que très souvent, on oublie l'un. Soit le passé, soit l'avenir. Et on est dans le présent. Mais rappeler le passé montre que quelque part, cette question de l'évaluation, elle était déjà posée. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de faire référence à un auteur qui est, pour moi, un auteur fétiche, qui est Montaigne. Ah, Montaigne, qu'est-ce qu'il fout là? Il est déjà du XVIIe siècle, donc il a des choses à dire, puisque c'est un auteur de cette époque-là. Et Montaigne, vous connaissez les essais de Montaigne, la qualité de Montaigne, c'est qu'en fait, il a considéré que sa vie était son œuvre. C'est-à-dire que dans les essais, il se raconte. Donc il fait exactement ce qui était à l'origine du terme d'évaluation, il évalue sa propre vie. Et Montaigne, à la fin de sa vie, nous dit dans ses essais que finalement, c'est le poids des influences et des contraintes qui déterminent nos actions bien plus que notre volonté. Nous n'allons pas, on nous emporte. Nous flottons entre divers avis, nous voulons rien librement, rien absolument, rien constamment, une volonté défaillante et un esprit inconstant. Voilà comment Montaigne se dépeint et dépeint l'humanité en général. Les circonstances nous font souvent changer d'avis, seuls ne changent pas notre sentiment d'avoir toujours raison. Merveilleux. Quand on pose une évaluation certificative, on ne peut pas avoir le sentiment d'avoir toujours raison. C'est extraordinaire ce que nous dit Montaigne. C'est-à-dire qu'il nous montre que quelque part, nous sommes faibles. Et que pour résister à notre faiblesse et à notre incompréhension des phénomènes que l'on observe, on a inventé quelque chose qui nous permet de devenir forts. Je vous rappelle la phrase que je vous ai annoncée au départ. L'évaluation, comme dirait toujours Pascal, en fait, d'une certaine façon, c'est un amusement, c'est un divertissement qui nous permet d'éviter la vraie réalité, c'est la confrontation à ce que l'élève nous donne à voir de ce qu'il est. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure, si on a le temps, les référentiels que nous utilisons. Il y a plein de mots qui sont impossibles à voir, qui ne donnent pas à voir. Nous, on en est persuadés, et on s'appuie là-dessus. Mais en fait, on n'a pas les indicateurs pour le voir. Mais on va quand même évaluer avec ça. Est-ce qu'on a fait suffisamment le travail d'analyse et d'observation de ce qu'est un élève en action? Je ne suis pas certain. Par contre, on sait déjà ce qu'il doit faire. Vous voyez ? Au travers de ses propres faiblesses, Montaigne veut dépeindre l'homme en général, d'où cette très belle formule que moi j'essaye de faire mienne dans mon quotidien professionnel et personnel. Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. C'est-à-dire que quelque part, on porte avec soi-même nos propres contradictions et il faut qu'on les assume. Je ne dis pas que c'est pas bien d'évaluer. Je dis qu'il faut savoir ce qu'on fait de cela. Il faut en être conscient de cela. Il faut être magnanime. Il faut faire preuve de discernement. De discernement. Épictète, 5 siècles avant Jésus-Christ. Épictète nous dit une chose qui est absolument formidable.
Il nous dit quelque chose autour de cette phrase. La distinction entre ce qui est à notre portée ou notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Entre ce qui est par nature libre et ce qui est par nature nous est étranger. Quand on évalue un élève, il nous est étranger parce qu'on ne le regarde pas. On a le sentiment de le regarder, mais on ne le regarde pas en fait. On le regarde à travers une norme qui n'est pas celle que l'élève porte. Dans un processus de transformation de l'individu, il y a 3 étapes fondamentales. La première étape, c'est la gestion de ses émotions. On est à 5 siècles avant Jésus-Christ. La deuxième étape, c'est la capacité d'avoir une action volontaire sur son environnement, c'est-à-dire capable de se projeter, c'est ce qu'on appelle l'impulsion. Et la troisième, c'est l'évaluation et la maîtrise de ses représentations. On est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Finalement, toute la difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est être capable de pouvoir avoir une représentation de nos représentations qui soit la plus juste possible. Et cette question du jugement sur soi-même, c'est la chose la plus difficile et ça doit arriver à la fin, à la toute fin. C'est-à-dire au moment où on devient sage, et au moment où le philosophe devient philosophe. C'est-à-dire qu'au moment où on est capable de se singer lui-même et de se reconnaître comme étant incapable d'évaluer ce qui se passe. Vous allez me dire, mais avec ça, comment on va faire ? Ben, on va simplement essayer au quotidien de travailler cette question-là, chers collègues. Ce n'est pas les élèves qui travaillent, il n'y a pas que les élèves qui travaillent, mais nous devons travailler cette question-là. Ça veut dire que si à un moment donné on se repose sur nos lauriers en considérant qu'on a tous les outils nécessaires et suffisants, c'est le terme suffisant qui me fait peur. Et le terme nécessaire encore plus. C'est que quelque part à un moment donné, et je rejoins ce que dit Épictète, ce travail-là, c'est un travail d'une vie, c'est un travail d'une vie professionnelle. Puisque c'est quand même ce que l'on considère comme étant premier, alors que lui considère que c'est dernier. On ne peut évaluer le monde dans lequel on est que si on est capable à un moment donné d'être passé par des étapes très longues qui sont 1, celle de la maîtrise de ses désirs et 2, la maîtrise de ses impulsions. Donc la question de l'évaluation, c'est une question qui nous renvoie directement à notre être et non pas à notre avoir. À notre être et non pas à notre avoir. On n'est pas propriétaire de l'évaluation, on en est dépositaire, ce qui n'est pas la même chose.